On a choisi ce sujet parce qu'effectivement, on est tous confrontés à ces parents qui arrivent avec leurs enfants qui ont des douleurs abdominales et qui nous posent la question, est-ce que c'est des allergies alimentaires? Est-ce que c'est une intolérance au sucre? Et maintenant, ils vont voir sur Internet et ils nous demandent de prendre du Sucrède. Et puis, la troisième chose maintenant, c'est qu'ils arrivent et ils nous parlent du SAMA, avec des adultes aussi, les parents maintenant arrivent et ils nous parlent aussi, moi j'ai un SAMA et je me demande si mon enfant n'a pas la même chose. Donc on a demandé à une spécialiste du SAMA de venir, qui c'est le docteur Panier, bienvenue, et qui arrive du CHU de Grenoble. On vous écoute. Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour ce partage d'expérience d'un sujet passionnant, où il reste encore beaucoup de choses à découvrir et où je pense il est très important pour les pédiatres de faire des ponts entre les différentes spécialités et notamment la vôtre. Déjà ce matin, finalement, TGF-bêta, microbiote, mastocytes, CEPA, néophobie alimentaire, stress parental et stress des enfants, eh bien, il y a beaucoup de sujets d'interface quand on s'intéresse à la pathologie du mastocyte. Moi, je travaille au centre de référence des angioïdèmes à bradykinin, qui est une autre maladie beaucoup plus rare qui donne très mal au ventre. Et le grand diagnostic différentiel, ce sont les angioïdèmes mastocytaires qui, eux, sont beaucoup plus fréquents. Je n'ai pas de lien d'intérêt sur cette présentation. Alors, le mastocyte, cellule un peu mystérieuse et oubliée pendant un certain temps, avec un grand regain d'intérêt depuis un peu plus de 10 ans. C'est Paul Ehrlich, qui était un scientifique immuno-hémato-allemand, qui l'a décrit pour la première fois en 1877 et qui notamment a décrit le concept de dégranulation. Alors il a appelé Mastzellen, ça veut dire cellules engraissées, parce qu'il pensait que les granules étaient en rapport avec une suralimentation, déjà un lien avec l'alimentation. Et puis finalement, c'est un peu plus tard, en 1892, que Elie Metchnikov, né en Ukraine, un zoologiste, a décrit sa forte contribution à la défense de l'hôte, notamment chez l'animal, et les vétérinaires notamment connaissent très très bien le mastocyte. C'est un effecteur, on l'a déjà dit, essentiel dans la réponse allergique. Il a une distribution tissulaire très large, c'est une cellule carrefour qui est impliquée dans de nombreuses réponses physiologiques et pathologiques de l'organisme, avec des médiateurs préformés. Il naît avec un capital de granules, mais il est capable aussi de néoformer beaucoup de médiateurs différents, de cytokines multiples et de chimiokines, et on va le voir. Il a un rôle essentiel de sentinelle immunitaire et c'est probablement un des effecteurs les plus réactifs vis-à-vis de notre environnement, par notamment production d'IL4, qui a un rôle important dans la commutation Th1-Th2. Le mastocyte fait partie des cellules présentatrices de l'antigène, avec un répertoire qui est plus restreint que les autres et un lien direct entre ces processus immunologiques et inflammatoires. La capacité sélective des mastocytes à présenter les antigènes exogènes participe au mécanisme de régulation de la réponse immunitaire. Et le mastocyte jouerait un rôle immunorégulateur important et on a découvert plus récemment son interaction avec les lymphocytes T et les lymphocytes B, plus particulièrement au sein des muqueuses où il réside en interface avec le milieu extérieur. Alors, regain d'intérêt, je pense que ce qui vient de se traverser avec le Covid-19 va accélérer la connaissance puisqu'on s'aperçoit que le mastocyte est impliqué dans beaucoup de complications du Covid, dans le long Covid notamment, probablement dans les MIS-C. Et on parle des anti-H2 beaucoup depuis le Covid sur certaines complications. La courbe que vous voyez là, c'est population contrôle et les médiateurs et les signes cliniques selon différents organes. Là, ce sont les patients avant long Covid. Là, ce sont les patients qui ont des pathologies du mastocyte. Et là, ce sont les patients qui ont un long Covid. Donc, je pense qu'on va en apprendre un peu plus depuis le Covid. Sa distribution, il se différencie à partir de cellules souches hématopoïétiques médulaires, CD34+, CD117+, et il circule en faible nombre de précurseurs dans le sang. Il migre ensuite dans les muqueuses et le tissu conjonctif, à proximité des petits vaisseaux et des nerfs, et c'est là qu'il achève en fait sa différenciation en mastocyte mature, au contact du micro-environnement local dans l'organe où il migre. On a donc une grande diversité et une grande hétérogénéité des récepteurs
à sa surface et de ses médiateurs néoformés, finalement, en fonction du tissu hôte et de sa position stratégique. Et notamment, pour vous, il y a des différences importantes des récepteurs au niveau du côlon, avec l'interface avec de très nombreuses bactéries et les microbiotes, et les mastocytes qui sont présents au niveau du grêle. Et donc, quelles sont les distributions tissulaires du mastocyte? La peau, l'angioëdème, la peau qui gonfle, les voies aériennes, les manifestations ORL, on va les détailler, le tractus urogénital, masculin et féminin, les os, le cerveau, où il y a beaucoup de mastocytes avec des interactions avec le tissu glual important, et bien sûr le tractus gastro-intestinal. Alors, pour illustrer cette diversité, cette importante diversité, ici vous avez le récepteur c-KIT qui effectivement est impliqué dans la mastocytose, les récepteurs de haute affinité pour les IgE et de faible affinité pour les JGG, plutôt impliqués dans la réponse allergique, on en a parlé, mais vous voyez une multitude d'autres récepteurs, notamment sur les protéines du complément, des toll-like récepteurs, OVEGFR, et sous l'effet de différents stimuli qu'on va détailler, le mastocyte va libérer des médiateurs qui ont des propriétés vasoactives importantes et des propriétés nociceptives. Mastocyte et douleur chronique, mastocyte et douleur abdominale, mastocyte et céphalée sont étroitement liés. Et en fait, on parle beaucoup de l'histamine et de la tryptase, mais finalement, il y a de très très nombreux médiateurs impliqués. Si on s'intéresse aux mastocytes et à l'intestin, beaucoup d'auteurs placent le mastocyte comme un acteur principal d'interface entre le microbiote et le brain-gut axis, et la boucle de neuro-immuno-endocrino-circulatoire. Il agit sur le débit sanguin et la motricité digestive. Il libère des médiateurs inflammatoires avec une action sur la perméabilité intestinale. Il exerce un rôle crucial de collaboration dans les différents systèmes nerveux autonomes, système nerveux central. Et il a un rôle probable dans la physiopathologie des Mickey et de l'intestin irritable. Vous disiez peut-être que c'est tout la même chose, possiblement de fort lien, avec un rôle du stress chronique, stress inducteur, stress aggravant, en tout cas des liens étroits. Alors les classifications des différentes pathologies du mastocyte, on ne va pas toutes les revoir, mais il y a 3 types. Les classifications sont encore mouvantes sur les dernières années et encore pas tout à fait consensuelles. Ça bouge beaucoup d'année en année et de conférence de consensus en conférence de consensus. On retient 3 types de SAMA. Ce qu'on appelle les SAMA primaires, avec chef de file la mastocytose, et les syndromes d'activation mastocytaire monoclonaux, qui sont globalement beaucoup plus rares en pédiatrie. Les SAMA secondaires, alors les SAMA secondaires, on sait très souvent que l'activation mastocytaire, elle peut être associée à d'autres pathologies, notamment des pathologies auto-inflammatoires comme la fièvre méditerranéenne familiale. Dans les Mickey, probablement qu'il y a une activation mastocytaire, et dans d'autres pathologies dysimmunitaires où l'inflammation systémique est présente. Le lupus, par exemple, également, et les thyroïdites, on en parlera. Et puis, quand on n'a pas ces 2 causes-là, on parle de SAMA idiopathique. Il faut savoir que sur le plan de l'épidémiologie pédiatrique, elle n'est encore pas bien connue, mais ce n'est pas une maladie rare, à la différence de l'angioédème pédiclinique. Il y a entre 10 et 17% de la population, notamment dans les séries allemandes, de signes d'activation mastocytaire allant des formes les plus légères aux formes les plus sévères. Une autre façon d'illustrer ce panel des pathologies du mastocyte, avec à gauche la forme la plus simple, qui est une pathologie auto-immune qui s'appelle l'urticaire chronique spontanée ou les urticaires cholinergiques physiques, où la peau est le principal organe qui parle. Ensuite, le syndrome d'activation mastocytaire avec beaucoup de signes extracutanés possibles. Puis le syndrome d'activation mastocytaire monoclonale, la mastocytose pédiatrique, surtout les formes cutanées chez l'enfant, et les formes très rares chez l'enfant de mastocytose indolente ou agressive, avec une prolifération clonale des mastocytes et une mutation c-KIT. Alors, les critères diagnostiques du SAMA, ce sont donc des signes cliniques d'activation mastocytaire typiques, persistants ou récurrents, qui touchent au moins 2 organes. Des signes biologiques d'activation mastocytaire concomitants, sachant qu'on a parlé de la tryptase.
Les valeurs ne sont pas tout à fait consensuelles, je vais en parler un petit peu plus tard. Et une réponse clinique significative au traitement qui cible l'activation mastocytaire. Pour certains auteurs, l'anaphylaxie récurrente est un critère obligatoire dans les SAMA, tandis que d'autres, et de plus en plus, estiment que l'utilisation de ce critère entraîne un sous-diagnostic de tableau plus modéré de SAMA. Alors, qu'est-ce qui active le mastocyte? Eh bien, on a plusieurs triggers possibles. Les allergènes, les agents infectieux, bactéries, virus, champignons, les toxines, des facteurs environnementaux climatiques, des médicaments beaucoup. Et en fonction de l'organe où se situe le mastocyte, on va arriver sur des signes généraux, fatigue, malaise, des signes cardiovasculaires, malaise, hypotension, tachycardie, des signes cutanés, flush, urticaire, angioëdème, des signes respiratoires, congestion nasale, prurite, difficultés respiratoires, asthme, laryngite, notamment chez les petits, des signes neurologiques, la boucle de la neuro-immuno-inflammation avec anxiété, stress chronique, chez les petits des troubles de la mémoire, de l'attention, le lien avec troubles du spectre autistique et TADA est aussi beaucoup discuté, et les migraines, les signes musculo-squelettiques avec des douleurs ostéo-articulaires et une ostéopénie. On va détailler un peu les signes digestifs. Alors, les enfants atteints de SAMA, il y a tout un tas de conditions parfois associées, des terrains dits immunitaires, et notamment le fait d'avoir des thyroïdites avec des anti-TPO qui peuvent être en euthyroïdie, un terrain familial de polyarthrite rhumatoïde, de lupus, d'arthrite juvénile, parfois les maladies cœliaques, on en avait dans notre série, un terrain atopique avec une urticaire chronique familiale. Ce sont des enfants qui sont souvent douloureux chroniques, avec des douleurs abdominales, mais pas exclusivement, des douleurs musculo-squelettiques. Et il existe une association non fortuite avec les troubles du spectre de l'hypermobilité et beaucoup de discussions sur les SED non vasculaires et l'activation mastocytaire, avec toute une théorie sur le connectivome qui fait quoi. Est-ce que c'est le mastocyte pathologique, son interaction avec le tissu collagène, ou la libération de chémokines régulières qui distend les fibres du collagène et qui explique cette hypermobilité? Tout ça est encore beaucoup discuté dans la littérature. Ce sont des enfants qui sont souvent fatigués et intolérants à l'effort ou à l'orthostatisme, avec ce qu'on appelle le syndrome de tachycardie posturale en orthostatisme. Ils montent leur fréquence cardiaque à 40 au lever, surtout le matin, avec beaucoup de vertiges et des malaises parfois au sport. Le petit bonhomme, là, c'est le petit bonhomme résumé du brain fog des anglo-saxons et qui décrit un petit peu les symptômes globaux de la situation. Et donc, les troubles cognitifs, on en a parlé. Alors, les signes digestifs, évidemment, ils sont aspécifiques, on en a parlé. Ça peut être des signes digestifs hauts, dyspepsie, dysphagie, le reflux gastro-œsophagien, très très fréquent dans l'histoire des patients atteints de SAMA. Des nausées, les enfants se plaignent parfois de picotements ou de brûlures au niveau de la bouche à l'ingestion de certains aliments, avec un syndrome oral, parfois des aftes. Une diarrhée qui est assez souvent dans les SAMA sévères, très explosive, immédiatement après ingestion des aliments, pendant les repas systématiques, avec parfois une constipation pour certains ou une alternance des deux, et des douleurs abdominales chroniques. Alors, qu'est-ce qui peut aider? Puisqu'on a vu, évidemment, et la parenté avec le syndrome de l'intestin irritable, qu'est-ce qui peut aider à évoquer le SAMA dans tout le panel des affections qu'on a évoqué ce matin? C'est peut-être plutôt de s'intéresser aux triggers des crises et aux signes extradigestifs et au contexte familial. Ça, c'était une thèse qu'une interne de dermato a fait chez nous en 2019 sur 29 enfants. Et vous voyez quand même que les signes digestifs, ils sont souvent au premier plan chez les tout petits, 0,5 ans, 6 à 11 ans. Après, on voit assez souvent des troubles des apprentissages, des difficultés de concentration, de l'attention, de la mémoire, des troubles du sommeil. Alors, c'est difficile de dire si ça apparaît à cet âge-là ou si c'est simplement qu'on s'en aperçoit parce que c'est l'âge de la scolarisation. Et chez les grands, beaucoup de douleurs musculo-squelettiques à l'adolescence, notamment chez les filles. Alors, je vais peut-être aller un peu vite, on en a un petit peu parlé. Donc, l'association et la physiopathologie des troubles du spectre de l'hypermobilité, donc dans les signes qui peuvent vraiment vous aider, il y a souvent les adolescents avec des SAMA sévères sont hyper laxes et ont parfois un passé d'entorse à répétition pour des traumatismes mineurs et ont des symptômes communs des troubles du tissu conjonctif sans qu'ils aient la mutation des SED. Alors, les biomarqueurs,
Ça reste un problème, et ça reste un problème pour nous en pédiatrie, parce qu'on peut difficilement les utiliser complètement pour valider le diagnostic. Donc maintenant, la tryptase, le taux sérique considéré comme normal chez l'adulte, c'est 11,4 nanogrammes par millilitre. Au-delà, il est considéré comme augmenté de façon basale. Et les critères actuellement reconnus chez les grands enfants et les adultes, c'est une élévation de 20% plus de nanogrammes par millilitre par rapport à la baseline pendant les crises et 3-4 heures au décours, ce qui n'est pas toujours facile en pratique clinique de doser la tryptase en crise. Chez l'enfant, une grande étude est en cours au CEREMA cette année et avec le docteur Laura Polivka, pédiatre, puisqu'on ne dispose quand même pas de normes bien établies selon l'âge. Elle se termine en octobre 2023, donc on aura probablement des choses plus étayées sur ce plan-là. D'autres marqueurs tels que l'histamine, les métabolites, des prostaglandines, des leucotriènes sont non spécifiques et peuvent être difficilement utilisés en pratique courante. Alors, quand on s'intéresse à l'histologie, est-ce que ça peut nous aider? Ici, une coloration que vous connaissez bien. En fait, on ne retrouve pas d'inflammation telle que vous la connaissez dans les maladies inflammatoires intestinales dans le SAMA. Par contre, si on fait des immunomarquages, eh ben, on voit une quantité extrêmement importante de mastocytes. Ici, en comparaison, c'est un syndrome de Lynch où on ne voit pas cette quantité de mastocytes présente, mais là aussi, ce n'est pas très facile à utiliser en pratique clinique quotidienne. Une donnée récente, c'est la découverte plus récente dans tout ce paysage de l'alpha-tryptasémie héréditaire qui touche 4% de la population générale. C'est un trait génétique autosomique dominant qui se traduit par l'augmentation du nombre de copies d'un gène de la tryptase qui augmente son taux de base. Et chez les patients qui ont un SAMA associé à une alpha-tryptasémie héréditaire, on a à peu près 94% d'atopie, 100% de RGO, des douleurs abdominales et une diarrhée dans 87% des cas et des signes cutanés dans 80%. Certains auteurs récemment proposent qu'en cas de SAMA, notamment en cas de SAMA familial, on recherche dans le sang, et maintenant c'est possible en tout cas en France de le faire, une recherche de mutation c-KIT et d'alpha-tryptasémie héréditaire sur le sang. L'alpha-tryptasémie héréditaire, c'est un peu, si on veut faire un parallèle, comme le HLA-B27 dans la spondylarthropathie juvénile. C'est un facteur de risque de SAMA, mais on peut tout à fait avoir une HAT et ne pas développer les signes de SAMA. Le gène ne suffit pas pour porter un diagnostic. Il y a de l'environnement et de l'épigénétique sur le fait qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Alors, c'est un petit peu petit, mais c'est probablement le meilleur algorithme actuel pour s'y retrouver un petit peu. Donc, signes répétés et symptômes d'activation mastocytaire. Est-ce qu'il y a un autre diagnostic différentiel facile? Non. Augmentation des marqueurs biologiques, si vous avez une tryptase qui bouge en crise ou qui est élevée et que vous répondez en plus aux antihistaminiques, vous êtes probablement dans une pathologie de type syndrome d'activation mastocytaire. Vous allez rechercher des augmentations du copie de la tryptase et vous avez une alpha-tryptasémie héréditaire. Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a un syndrome tumoral? Si oui, là, il faut faire un myélogramme et éliminer une mastocytose indolente ou agressive. Si ce n'est pas le cas, vous êtes vraiment dans les syndromes d'activation mastocytaire, recherche de mutation c-KIT pour être certain qu'on n'est pas dans une mastocytose associée à un SAMA, et vous aurez les syndromes idiopathiques, les primaires et les secondaires dont on a parlé. Alors, un cas clinique, un petit garçon que j'ai vu entre 3 et 4 ans. Alors, le contexte familial est évocateur. Sa maman avait une urticaire chronique spontanée depuis l'enfance avec régulièrement des angioëdèmes récidivants et un dermographisme et un goître multinodulaire et une maladie de Willebrand. Le papa a aussi un terrain atopique et asthmatique. La sœur aînée a une mastocytose cutanée avec des allergies alimentaires documentées, un reflux gastro-œsophagien sous IPP et un cholestéatome. Sur le plan personnel, infection ORL, laryngite récidivante, assez banale en pédiatrie, mais un asthme quand même sévère avec un état de mal qui l'a conduit 2 fois en réa avec une VNI, une urticaire chronique, un reflux gastro-œsophagien, lui aussi sous IPP. Étiqueté allergie alimentaire multiple avec éviction du lait de vache, du gluten, du poisson, avec des tests qui étaient difficiles à interpréter et pas très probants, ceci étant attribué au fait qu'il était sous corticothérapie itérative.
Donc des signes très très précoces, quasiment depuis la naissance, avec des nausées, des vomissements en jet, une diarrhée, parfois jusqu'à 15 selles très liquides par jour avec un RGO, des douleurs abdominales chroniques avec un ballonnement abdominal, des malaises avec pâleur à l'effort et aux émotions. Ça, c'est très évocateur du mastocyte. Le mastocyte réagit beaucoup aux émotions, avec une tendance aux sueurs nocturnes alors qu'il semble très frileux la journée, dit la maman. Une éruption flicténulaire des pieds et des mains plus d'une fois par mois est décrite également chez la sœur, et des douleurs des chevilles et des membres inférieurs à maximum nocturne. Les fameuses douleurs de croissance ont peut-être un petit rapport aussi avec le mastocyte. Une corticodépendance sévère avec des EI, problématique très stéréotypée des errances diagnostiques dans le SAMA, des hospitalisations itératives, une gestion de l'alimentation et de la scolarité très complexe que vous connaissez aussi, des réveils nocturnes sur les douleurs osseuses avec un prurite nocturne parfois important, des parents épuisés et un stress majeur sur les malaises imprévisibles puisque le mastocyte il dégranule de façon imprévisible puisqu'il réagit à l'environnement et on ne mesure pas toujours le trigger en temps réel. Mais une amélioration franche de ce petit garçon avec de l'éducation thérapeutique, un traitement anti-H1, un traitement anti-H2 et un sevrage des corticoïdes, avec arrêt des évictions alimentaires en quelques mois de traitement. Donc la prise en charge, agir sur les facteurs déclenchants, ce n'est pas toujours simple, parce qu'il faut déjà les identifier. Chez les petits, ce n'est pas toujours évident. Les aliments, alors la liste, on ne donne pas la liste des aliments histaminolibérateurs parce qu'en fait, les aliments qui dégranulent sont très variables, qui font dégranuler le mastocyte, sont très variables en fonction des enfants. Les médicaments, avec surtout les antibiotiques et surtout les INS, un grand pourvoyeur de SAMA, c'est les anti-inflammatoires, et parfois chez l'adolescente, notamment dans les dysménorrhées, où on ne sait pas que certaines molécules, ce sont des INS, et c'est parfois là qu'elles déclenchent l'urticaire et les troubles digestifs. Les allergènes de l'environnement, certains patients qui ont des SAMA, adultes et pédiatriques, ont leur SAMA qui se réactive beaucoup à la période pollinique, par exemple, sans que ce soit de l'allergie IgE médiée. Les émotions, le sommeil et le stress chronique, pathologie qui peut-être augmente ces dernières années, l'activation de notre mastocyte sur les facteurs environnementaux et le stress. Les conditions climatiques, alors il y a des enfants, ils font systématiquement leurs manifestations au froid, d'autres c'est au chaud ou d'autres c'est à l'effort physique, avec tout un travail autour de la gestion de l'activité physique adaptée. Et on a des ateliers d'éducation thérapeutique pour les aider à identifier ces facteurs déclenchants et à gérer les crises quand elles surviennent de façon brutale, quand je suis au sport, par exemple, au lycée. Traitement, peu d'études pédiatriques, j'ai quasiment fini. Concluez. Oui. Anti-H1 de dernière génération, 1 à 4 fois la dose pour l'âge, c'est le consensus des urticaires chroniques spontanés, il y a encore très peu d'études sur le niveau de preuve. Antihistaminique H2, ranitidine, cimétidine, famotidine sur les signes digestifs, et ça marche effectivement bien. Des chromoglycates, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Le montelukast, anti-dégranulant des mastocytes aussi. Et l'omalizumab, on l'utilise. Dipulimab, encore pas trop d'études. Il y a des études dans l'urticaire chronique, mais pas encore dans le SAMA, pour les formes sévères à partir de 12 ans. En conclusion, le mastocyte, c'est une cellule sentinelle qui est impliquée dans de nombreuses pathologies liées à l'interface avec l'environnement extérieur. Des facteurs génétiques et épigénétiques prédisposants restent encore imparfaitement inconnus. Altération majeure de la qualité de vie et enjeu du diagnostic et du traitement précoce. C'est vraiment des ponts à faire entre nos différentes spécialités, gastropèdes, dermato, neuro, pour tous les symptômes, et les psychiatres aussi, les pédopsychiatres. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, moi, je suis quand même toujours aussi perdue. Oui. Parce qu'en fait, il y a ça donne tous les troubles qu'on voit, nous, en consultation. Et donc, on n'a pas de marqueur. Donc, est-ce que vous conseillez de mettre des antihistaminiques quand on est vraiment perdu et qu'on n'arrive pas... Enfin, moi, je suis plein d'enfants qui viennent me voir pour des allergies, qui viennent me voir pour des troubles digestifs, et j'ai déjà dosé la tryptase, ça ne marche pas. Oui. Alors, on fait quoi ? On teste les antihistaminiques si on a vraiment des doutes ? Alors, c'est vraiment, je pense que l'algorithme, il est là. C'est-à-dire que si on a du SAMA à tous les étages dans la famille avec des formes sévères, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas une mastocytose ou une alpha-tryptasémie héréditaire en dosant l'HAT. On va avoir des marqueurs probablement un peu plus fins chez l'enfant. Il faut essayer d'avoir une tryptase de base. Et une fois une tryptase en crise,
quand c'est possible, Moi, ça mais ne marche pas s'arrêter là, c'est-à-dire que si effectivement on est négatif, on fait un test aux antihistaminiques, en sachant que là il faut monter les doses, parce qu'il y a certains, moi dans ma série de patients, et Necker c'est un peu pareil, on a souvent 2 ou 3 fois la dose, certains patients jusqu'à 4 fois la dose, en utilisant bien les antihistaminiques de dernière génération, qui n'ont pas des effets trop importants sur le plan neurocognitif. Et on va à l'omalizumab ensuite, mais la réponse aux antihistaminiques, et c'est une vraie réponse quand c'est bien adapté, est un critère diagnostique clairement en pédiatrie. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que s'il n'y a pas de questions, On va s'arrêter là. merci beaucoup. Merci. Et on passe donc la parole maintenant au docteur Marc Belaïch qui va nous parler.